la redevance aurait été 15 millions d'euros plus importante. On a également mis en évidence que l'uranium exporté par Areva serait sous-évalué par rapport au prix des autres acteurs nigériens. Et on a également estimé ce manque à gagner qui pourrait aller jusqu'à 30 millions d'euros. Pour vous donner une petite idée, 30 millions d'euros, c'est 18% du budget de la santé au Niger. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques tout de suite. Si vous voulez poser des questions plus précises, n'hésitez pas. Mais je vais avancer notamment sur les limites de l'exercice. Vous avez vu seulement deux cas parmi les milliers de paiements qu'on a pu analyser. Et donc ces deux cas où on avait notamment accès à des données plus de contexte qui nous ont permis d'avoir une analyse plus fine. On n'a pas tout le temps accès à l'ensemble de ces données. Dans cette troisième partie, je vais vous montrer les limites de ces déclarations obligatoires et notamment qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la redevabilité du secteur et pour avoir une meilleure compréhension des activités des entreprises, notamment pour les citoyens des pays riches en ressources naturelles. La première limite, c'est qu'il existe un accès difficile aux données. Contrairement à l'ITIE, qui est un processus national où la société civile est impliquée dans un groupe, un comité tripartite, on a ici des déclarations qui sont faites de manière unilatérale, et c'est tout à fait ce qui est demandé aux entreprises, mais qui sont du coup plus difficiles à trouver. En France, on a décidé de ne pas imposer aux entreprises un lieu précis de publication. Donc les entreprises françaises qui publiaient leurs données pour la première fois ont pu le publier sur leur site web, sur un document de référence, ou n'importe où, finalement sans avoir à en faire une publicité publique, juste à en avertir le législateur. Par ailleurs, ces données sont dans un format qu'on appelle PDF, qui est un format fermé, qui ne permet pas une analyse facile. On a calculé avec les membres qui ont fait ce rapport, c'est-à-dire WAN, Sherpa, Le Basique et Oxfam, qu'en 2015, nous avons trouvé 12 déclarations d'entreprises en France. Une étude d'impact qui avait été réalisée par le gouvernement français au préalable avait indiqué que cette législation devrait toucher environ une trentaine d'entreprises en France. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de savoir si les 12 déclarations que nous avons trouvées sont les seules déclarations qui existent pour l'année, donc publiées en 2016 pour l'année 2015, ou si simplement on est passé à côté de déclarations obligatoires parce qu'elles n'étaient pas publiées dans un endroit assez accessible. Le deuxième aspect, c'est un manque de contexte préjudiciable. Pourquoi? Lorsque vous avez accès au paiement, et repensez notamment à l'extrait du rapport de déclaration obligatoire d'Areva, les paiements ne vous donnent pas des données contextuelles qui vous permettent d'analyser si oui ou non ce paiement est juste, s'il est mérité ou pourquoi des fois il n'y a pas de paiement. On a donc mis en valeur qu'un certain nombre de données contextuelles seraient très utiles aux citoyens pour comprendre la logique de ces paiements, si ces paiements sont à leur juste valeur, et s'il y a absence de paiement, pourquoi il y a absence de paiement. Cela veut dire notamment savoir quel est le statut du projet, si un projet est en exploration ou en exploitation, quels sont les volumes de production, un élément qui est du coup demandé désormais lors de la norme ITIE, quels sont les partenaires, notamment avec qui une entreprise française, le cas échéant, opère un bloc pétrolier par exemple, et du coup, où est-ce qu'on peut trouver des informations complémentaires. Donc ça, c'est un certain nombre d'informations pour comprendre les projets. Et enfin, dans un second temps, un certain nombre d'informations seraient également utiles pour comprendre la stratégie de l'entreprise dans le pays. Le chiffre d'affaires, le bénéfice, le nombre d'employés et le nombre de filiales. Pourquoi? Le bénéfice et chiffre d'affaires, ça permet notamment de savoir si l'entreprise dégage une marge de bénéfice et en fonction de cette marge de bénéfice, voir si l'impôt payé est juste ou non. Le nombre d'employés, c'est notamment pour comprendre l'impact de l'entreprise, ce qui est souvent demandé en tout cas clamé par les entreprises, que leur activité a des impacts et des retombées positives en termes d'emploi, et voir déjà quel est le nombre de personnes employées par ces entreprises. Et enfin, le nom des filiales, ça paraît très bête comme ça, mais des fois, une simple activité dans une mine ou un bloc pétrolier, pour retracer le nombre de paiements, on passe par 3 ou 4 filiales avant d'arriver à un paiement effectif à un bénéficiaire. Donc ça permet d'avoir une meilleure compréhension. Enfin, dernier élément, on a mis en exergue des failles
qui empêchent la comparaison entre les différentes déclarations obligatoires des entreprises. La première, c'est notamment relative au taux de conversion. Les entreprises n'ont pas systématiquement indiqué quel taux de conversion elles utilisaient pour dévoiler un paiement. Ce qui veut dire qu'un paiement divulgué à 100 000 euros par une entreprise n'est pas forcément le même paiement divulgué à 100 000 $ par une autre. Et sans avoir ce taux de conversion, on n'est pas capable, notamment sur les projets qui sont identiques, de savoir les paiements exacts. Une deuxième faille qui a été relevée lors de l'analyse des déclarations des entreprises, c'est que certaines entreprises agrègent des projets entre elles. La directive en Europe, et donc qui a été transposée en loi française, permet dans une certaine mesure d'agréger des projets. Elle le permet notamment lorsque ces projets sont géographiquement proches et qu'ils sont sous le même contrat. On a vu cependant des entreprises, je pense notamment à Eramet, qui ont agrégé des projets sur un territoire entier. Eramet, en Nouvelle-Calédonie, a agrégé les paiements de 8 mines différentes qui se trouvent aux extrémités de la Nouvelle-Calédonie en un seul projet, en un seul paiement. Ça ne permet pas d'avoir un suivi des paiements mine par mine et notamment auprès des communautés. Une troisième faille qui a été relevée est relative à la définition des catégories de projets, puisqu'on a eu des catégories qui ont été définies de manière assez floue par la directive et qui ont été interprétées individuellement par chaque entreprise. Et donc, un même paiement peut être interprété comme une redevance par une entreprise ou comme un impôt par une autre entreprise. Si vous voulez, ça ne permet pas de savoir si, pour un même projet, si une entreprise le divulgue dans la catégorie impôt, tandis qu'une autre entreprise le divulgue dans la catégorie redevance, de pouvoir effectuer une comparaison sur ces deux entreprises sur un même projet. Enfin, un dernier aspect, c'est les paiements non opérateurs. C'est un aspect assez technique, mais pour faire ça très simplement, dans le milieu pétrolier notamment, on a souvent plusieurs entreprises qui travaillent sur un même bloc, mais finalement une seule entreprise qui opère et qui a donc ses employés sur place et qui fait le job, si vous voulez, d'extraire du pétrole. Or, certaines entreprises ont décidé de profiter d'un certain flou des directives pour dire, lorsque nous ne sommes pas opérateurs d'un projet, nous ne reportons pas. Quand bien même ces entreprises possèdent un certain pourcentage dans ces projets et versent tout de même de l'argent. Vous avez vu du coup un certain nombre de failles, de manque de données contextuelles et de difficultés d'accès qui ne permettent pas une comparaison optimale de ces paiements et du coup qui entravent l'objectif principal de ces déclarations obligatoires, c'est-à-dire d'avoir une meilleure transparence et in fine une meilleure gestion de la rente pétrolière ou minière. Ça tombe bien, l'Union européenne est en discussion pour potentiellement réviser les obligations donc, qui s'appliqueraient notamment à la France et au Royaume-Uni. Et ces recommandations-là, que nous faisons à la fois à l'Union européenne, nous les adressons également aux entreprises. L'exercice de transparence, il permet de mieux comprendre les activités des entreprises. Et avoir en tête qu'un citoyen ne sera pas forcément capable de trouver ces paiements alors qu'ils ont été faits, de un, c'est dommage, et de deux, de comprendre ces paiements alors qu'encore une fois, il y a eu un effort pour les publier, c'est également au détriment des entreprises. Donc si vous voulez, ces recommandations s'intéressent à la fois aux législateurs pour améliorer et clarifier les obligations, mais à la fois aux entreprises pour entrer pleinement dans la démarche de transparence. Et c'était ma conclusion. Super, super. Bravo aussi. Alors, j'ai essayé de répondre à Couli.